je me suis dit, plus moi j'aurai confiance, plus ça marchera. Je crois beaucoup à tout ce qui est pensée positive, mais si j'y crois, ça va marcher en fait. Et c'était hors de question de lâcher. On a une équipe, y a énormément de bougeuses qui croient en nous, donc c'était impossible que je lâche, mais impossible. Bienvenue à toutes les femmes ambitieuses. Vous écoutez l'épisode 134 et aujourd'hui, j'interviewe Marie-Éloi. Je m'appelle Jenny Chamas, je suis master coach certifiée. Femme ambitieuse est le premier podcast sur le leadership en France. Ici, j'aide les femmes à dépasser les obstacles pour intégrer et mener les organes de direction des entreprises, fonder et développer leur entreprise, piloter leurs équipes et devenir de meilleurs leaders. Pour me soutenir dans cette mission, abonnez-vous au podcast et laissez un avis 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. 1000 merci. Aujourd'hui, j'ai la joie de tendre le micro à Marie-Éloi. Marie est une serial entrepreneuse. Elle a fondé et dirige des réseaux business Bouge ta boîte et Bouge ton groupe. Elle préside également le réseau d'entraide pour créer son entreprise Femmes de territoire. Elle est également l'animatrice du podcast des Échos. Elles ont osé. Marie œuvre pour une mission chère à mon cœur, une juste place pour les femmes dans l'économie. Son parcours est passionnant et le résultat d'une détermination incroyable. J'espère que vous prendrez plaisir à l'écouter et que cela vous donnera des idées. Marie, je suis ravie de te recevoir dans le podcast. Tu es journaliste et fondatrice de 2 réseaux business, Bouge ta boîte et Bouge ton groupe. Bouge ton groupe, si je ne me trompe pas, c'est pour les femmes cadres. Et tu présides aussi le réseau d'entraide pour créer une entreprise Femmes des territoires. Tu es également l'animatrice du podcast des Échos, Elles ont osé. Dis-moi Marie, est-ce que tu peux nous dire qui tu es ? Parce que là, je viens de faire une liste à la Prévert de choses que tu fais, mais toi, comment tu te définis ? Je ne m'attendais pas à une question comme ça pour démarrer, c'est hyper dur de savoir se définir. Franchement, ceux qui nous écoutent, je ne sais pas si vous y arrivez, mais pour moi, c'est toujours difficile. Moi, ce qui m'anime, c'est la place des femmes dans l'économie, leur impact, c'est ça qui m'anime. Donc, c'est tout ce que je fais est lié à ça, et tout ce que je fais n'est pas toute seule. J'ai des équipes fantastiques dans chaque domaine, et ensemble, c'est vraiment faire en sorte que la place des femmes évolue dans l'économie et qu'on arrive à une égalité réelle. Voilà, si je dois me définir, je suis vraiment tendue, animée par cet objectif. D'accord, c'est ta mission. Et alors, qu'est-ce qui fait que... Bon, déjà, je dois dire que je suis ravie de t'avoir là parce que je pense que toutes les personnes qui nous écoutent sont déjà en train de sourire parce qu'on a une mission chacune qui est très alignée. Et j'ai beaucoup de bougeuses qui m'ont parlé de toi, donc tu vois. Est-ce que cette envie, cette mission que tu te donnes, ce vers quoi tu tends, tu l'as en toi depuis que tu es petite ou comment ça t'est venu ? Non, pas du tout. Moi, j'ai une enfance heureuse à la campagne, dans le nord de la France, à jouer dans le jardin, dans le potager bio, et voilà. Et j'avais pas du tout de notion d'égalité femmes-hommes. Et ensuite, quand je suis devenue journaliste à RFI, Radio France Internationale, j'ai beaucoup voyagé pour ce métier-là, mais surtout à un moment, j'ai animé une émission sur les droits des femmes, mais c'était les droits des femmes à l'étranger en fait. Donc c'était les viols comme arme de guerre, c'était l'excision, c'était les crimes politiques aussi contre les femmes. Et j'imaginais pas du tout qu'il y avait quoi que ce soit comme inégalité en France entre les femmes et les hommes. Et c'est en fait, au fur et à mesure, j'ai eu l'impression que mes yeux s'ouvraient sur des biais existants. Et quand j'ai découvert les chiffres, là, c'était imparable. Et pour l'avoir vécu aussi forcément moi-même dans ma vie personnelle, dans ma vie professionnelle. Et je me suis dit, en fait, on a une égalité de droit aujourd'hui en France, au niveau économique, mais pas une égalité réelle. Je vais juste donner un chiffre. Aujourd'hui, l'écart de salaire entre une femme et un homme au sein d'un couple, il est de 42%. Donc ça, juste ce chiffre-là dit tout. Et en fait, naturellement, à force de rencontrer des femmes, je me suis dit, mais c'est pas possible, il faut changer ça. Mais non, c'est pas un truc inné. J'apprends tous les jours avec mon équipe, on se dit, oh, mais ça, c'est un biais, on l'avait pas identifié jusqu'à présent.
un biais de la société. Mais c'est vrai que quand tu commences à ouvrir les yeux sur ça, en fait, ça n'en finit pas. C'est que tu vois à quel point Ah, c'est dingue. c'est dans tout notre système, toute notre vie. C'est un constat, il n'y a pas de culpabilité à avoir d'un côté ou de l'autre. C'est vraiment hérité de notre culture, de notre histoire, de nos films, de nos livres, de nos médias, de tout en fait. C'est imprégné partout. Et du coup, ça appelle à la vigilance, à la responsabilité de chacun et de chacune pour détecter ces biais et puis les corriger. Et alors, dis-nous comment tu es devenue la bougeuse que tu es aujourd'hui et la dirigeante que tu es de ces entreprises et comment, du coup, tu incarnes cette mission au quotidien dans ce que tu fais? Alors, moi, j'avais aucune notion de l'entrepreneuriat. Je ne savais pas du tout ce que ça impliquait. J'ai fait des études de droit, puis des études de journalisme, une école de journalisme. Donc, je me rendais pas du tout compte de ce que c'était le management, la gestion, un budget, tout ça. Franchement, j'y connaissais rien du tout. Et quand j'ai eu ma première fille, je suis partie vivre en Bretagne, dans un petit village de, je crois, 600 habitants dans le Morbihan. Et là, j'ai voulu une école Montessori pour ma fille. J'ai cherché parce que j'avais vu dans les pays anglo-saxons que les écoles Montessori, c'était fantastique pour la confiance en soi, que ça allait au rythme de chaque enfant. Et donc, j'ai cherché. Il y en avait une à Rennes. Bon, Rennes, c'est un peu loin de mon village. C'était à 1 heure et demie de là. Et du coup, avec une autre maman, on a décidé de créer une école Montessori. Et je me rendais pas compte dans quoi je m'engageais. Mais c'était une histoire fabuleuse et surtout, ça m'a montré qu'à partir d'une idée, on pouvait planter une graine et avoir un impact autour de soi. Et qu'on pouvait avoir une idée et que si on mettait tout en œuvre pour qu'elle naisse, pour que cette idée voie le jour, et ben on y arrivait, généralement. Et du coup, là, j'ai eu vraiment envie d'entreprendre encore plus, toujours plus. Enfin, c'était ancré en moi. Après, c'est fichu, on peut plus, on peut plus s'en départir. Donc après, j'ai créé le réseau d'entraide pour créer son entreprise Femmes de Bretagne. Donc, tu l'as dit, qui est devenue nationale en 2019 avec la Fondation Entreprendre et c'est devenu Femmes des territoires au niveau national. Et puis Bouge ta boîte pour que les femmes puissent faire croître leur entreprise. Donc c'est du business avec du sens. Et puis Bouge ton groupe pour les femmes cadres et managers. Donc après, une fois qu'on a le virus, c'est comme le Covid, c'est difficile de l'enlever. Le virus de l'entrepreneuriat. Mais alors, dis-moi, parce que tout ça, la façon dont tu le racontes, ça paraît presque simple. Mais attends, quand on se retrouve dans un village en Bretagne à se dire, je veux une école Montessori pour ma fille, de là à la créer, il a fallu, j'imagine, pas mal travailler. Donc, en général, et ça m'intéresse parce qu'après, tu as créé plein d'autres choses, finalement. Comment tu donnes vie à tes idées ? J'étais un petit peu inconsciente, mais surtout, j'avais un moteur fantastique. Et Manuela Raden, qui l'a cofondé avec moi, avait aussi son moteur fantastique, c'était ses enfants. Et je pense qu'au début, quand on est entrepreneur, c'est qu'on a envie d'avoir un impact, ou en tout cas de donner du sens à nos idées ou à nos convictions. Et donc, en tout cas, c'était le cas. Et cette histoire d'école, elle est incroyable parce qu'en fait, on s'est rencontrés devant cette école qui était à l'abandon à l'Armor-Baden. Et elle savait que moi, je voulais une école Montessori. Et elle connaissait cette école-là. Et qui était tout près des plages. Voilà, une école fantastique. Et à l'abandon pour cause de remaniement de la carte scolaire. Et on s'est rencontrés toutes les deux devant. Et on s'est dit, mais en fait, on va la créer, cette école. Et on était au mois d'avril 2011. Moi, j'étais enceinte de mon deuxième enfant. Et on s'est dit, on va l'ouvrir en septembre 2011. Mais on n'avait bien sûr aucune notion de ce que ça impliquait. Donc, on a présenté à l'association qui détenait les locaux le projet d'école Montessori et on l'a eu à l'unanimité un mardi soir. Le jeudi matin, ma copine nettoyait toute l'école avec sa famille et moi, avec ma fille, on plantait des pancartes dans tous les ronds-points à 30 km aux alentours, des pancartes jaunes où il était écrit dessus « Nouvelle école Montessori, porte ouverte ce week-end, ouverture en septembre ». Bon, bien sûr, on n'avait rien. Hein. On n'avait pas d'élèves, on n'avait pas de parents, on n'avait pas d'enseignants, on n'avait pas d'argent, on n'avait pas de matériel Montessori, enfin rien du tout. Et le week-end est arrivé donc 2 jours après et on s'est regardé avec mon ami, on s'est dit mais est-ce qu'il y a du monde qui va être intéressé? Parce que bien sûr, aucune étude de marché, aucun budget, enfin tout ce que vraiment je ne recommande pas de le faire.
Et en fait, c'était noir de monde ce week-end-là. Et le dimanche soir, l'école était complète pour 2 ans. On avait trouvé des enseignants qui s'étaient déplacés lors des portes ouvertes. On avait reçu des dons. Enfin, c'était une aventure fantastique. Et l'école a bien ouvert en septembre. Moi, mon fils est né en juillet. L'école a ouvert en septembre. Bon, et c'est après que c'est un peu plus rock'n'roll parce que franchement, ouvrir une école, c'est pas simple du tout au quotidien. Et je remercie tous les parents et les élèves qui nous ont fait confiance au tout début. L'école existe toujours. Et mes enfants ont fait leur scolarité, ma fille jusqu'en 6e dedans. Fantastique, c'est une très très belle histoire. Et du coup, ça t'a donné, ça a été le début de toutes tes aventures entrepreneuriales. En plus, moi j'étais bénévole pour cette école pendant 5 ans, coprésidente et présidente. Et en parallèle, juste après l'ouverture de l'école, j'ai été seule maman solo avec mes 2 enfants. Donc en plus au RSA, avec tout ce qui va avec, la CMU, tous les trucs. Et donc pour la CMU, c'est pour les médecins. Couverture maladie universelle. Et donc moi, je me suis retrouvée dans mon petit village. J'étais coincée parce que mes enfants étaient à l'école. Enfin, en tout cas, ma fille était à l'école. Je ne pouvais pas aller trop loin en dehors du village. Et il fallait absolument que je trouve de quoi faire vivre notre famille. Et donc, je me suis démenée. Et moi, avant, j'avais un travail extraordinaire. Journaliste à RFI, Radio France Internationale, voyageais tout le temps. C'était franchement un métier extraordinaire et c'était le rêve quand j'étais petite. Et du coup, il fallait que je trouve quelque chose qui me plaise tout autant. Et je ne pouvais pas prendre le premier boulot venu, c'était pas possible. On me disait tout le temps, mais t'as qu'à prendre le premier truc qui va se présenter. Mais en fait, c'était pas possible. Il fallait que je trouve quelque chose qui me plaise complètement. Et donc, j'ai lancé plusieurs projets entrepreneuriaux. Et celui qui a marché en premier, c'est Femmes de Bretagne, donc un réseau d'entraide pour créer son entreprise. Et ça m'est venu parce que moi-même, j'aurais jamais osé pousser la porte d'un réseau. Et j'ai vu aussi beaucoup de mamans qui nous ont aidées pour l'école Montessori, qui avaient des projets professionnels extraordinaires. Et le fait d'en parler entre nous, eh ben, ça nous poussait à le faire et ça nous poussait à aller plus loin. Et donc, je me suis dit, et si ce qu'on a réussi à l'échelle de l'école, on arrivait à le faire à l'échelle de la Bretagne. Et au début, c'était une plateforme d'entraide, Femmes de Bretagne, donc pour échanger des coups de pouce sur son projet entrepreneurial. Et puis très vite, les femmes m'ont dit, mais en fait, nous, on veut se rencontrer en vrai. Et j'ai dit, non, c'est pas possible. Il y a plein d'autres réseaux qui existent, qui font des rencontres, on va pas marcher sur leur plate-bande. Et elles m'ont dit, mais de toute façon, nous, on fait ce qu'on veut. Et les rencontres de Bretagne ont commencé. Et aujourd'hui, tu vois, il y a 500 événements par an en Bretagne et c'est présent dans 70 villes, Femmes de Bretagne. L'impact est chouette. Incroyable. Et maintenant, l'ambition, je l'ai depuis le début, depuis l'origine de Femmes de Bretagne, c'est de le déployer dans toute la France, donc avec Femmes des Territoires. Et là, on souhaite aider 75 000 femmes à entreprendre en 7 ans. Donc, si on y arrive, je serai contente. 75 000 femmes en 7 ans. Belle ambition, bel objectif. Du coup, j'ai l'impression que ça t'a donné un peu la graine aussi des réseaux féminins ou d'avancer ensemble entre femmes. Est-ce que tu peux nous parler un peu de Bouge ta boîte, Bouge ton groupe et ce que tu fais avec ? Oui, alors un réseau féminin, souvent on me dit, mais pourquoi un réseau que féminin ? En fait, ça permet 2 choses. Ça permet, de s'identifier les unes aux autres, de se dire, mais en fait, elle est comme moi aussi je peux, c'est possible, c'est très vertueux. Et il faut savoir qu'en France, dans les personnalités les plus médiatisées, catégorie patron ou business, on n'a qu'1% de femmes médiatisées. Donc, où puiser comment s'identifier, où puiser notre imaginaire, en fait, si on n'a pas de personnes qui nous ressemblent, qui sont à des positions de pouvoir, de visibilité, de responsabilité dans l'entrepreneuriat. C'est très difficile. Quand on est dans un réseau féminin, pendant quelques heures par mois, on prend ce shoot d'audace, d'énergie, d'ambition, avec des expériences communes. Et ça permet de vraiment rééquilibrer ce qui se passe en général concernant l'entrepreneuriat en France et ailleurs dans le monde d'ailleurs, parce que c'est partout pareil. Et la deuxième chose, le deuxième intérêt d'un réseau féminin, c'est le ton d'authenticité. On peut venir avec, bien sûr, ses forces et aussi ses faiblesses. On peut dire « je ne sais pas ». Moi, j'entends des fois des femmes qui me disent « mais moi, j'ai jamais prospecté, je ne sais pas comment faire ». Mais tout de suite, il y en a une autre à côté qui va lui dire « mais attends, mais moi, je vais t'aider, regarde comment je fais ça ». Et voilà. Et tout de suite, il y a de l'entraide qui se met en place. Et parfois, je pense qu'arriver dans un réseau mixte en disant « mais moi, je ne sais pas prospecter », on peut te regarder un peu « mais qu'est-ce qu'elle a, celle-là ?»
Donc, le côté authenticité et identification est clé dans les réseaux féminins. Et puis après, je prends souvent aussi l'exemple des dîners, parce que moi, j'adorais faire des dîners entre copines, parce qu'il y a un certain ton, une certaine énergie. Dîner entre gars, il y a un autre ton, une autre énergie. Dîner entre couples, c'est encore autre chose, un autre ton, une autre énergie. Et chacun a sa place, en fait. Bah, les réseaux féminins, c'est pareil, c'est quelques heures pour se booster. Du coup, et j'ai vu cette force-là, j'ai vu que le fait de partager ce qu'on vit, ses audaces, ses forces, ses faiblesses aussi, entre femmes, eh ben, ça a donné des ailes en fait. Le fait de pouvoir s'identifier, de voir l'autre en miroir, ça donne des ailes. Quand on ne peut pas le faire, quand autour de nous, les exemples d'entrepreneurs sont généralement uniquement masculins ou presque à 80-90%, c'est quand même ça. Et c'est difficile de se dire mais moi aussi je vais déployer tout mon potentiel et je vais avoir un impact autour de moi et je vais avoir une entreprise qui pourra changer, qui contribuera à changer les choses autour de moi. Et un réseau de femmes, ça fait ça. Ça permet de déployer ses ailes. Donc, Femmes de Bretagne a eu ce succès fantastique et c'était génial parce qu'on est présente dans des villes, bien sûr, mais aussi dans des villages, dans des zones rurales où il n'y a rien, mais il y a Femmes de Bretagne et ça, c'est fantastique. On voit que l'envie d'entreprendre est partout. Tu vois, par exemple, pour Femmes des Territoires, Céline André, qui est la déléguée générale, m'a dit « Je reviens d'un petit bled à 20 minutes d'Avignon et dans ce village de 1500 habitants, il y a 28 femmes qui voulaient entreprendre. » Et en fait, l'énergie entrepreneuriale, elle est partout en France. Et aujourd'hui, on ne peut pas se priver de la moitié des forces vives, de la moitié de l'intelligence collective. On a besoin de l'audace et de l'ambition des femmes aussi, j'allais dire. Celle des hommes, elle est là et il faut les deux. Et donc, voilà, Femmes de Bretagne. Et puis, à force de rencontrer des dirigeantes d'entreprise, je me suis dit, mais en fait, les chiffres qu'on m'avance, ils sont quand même un peu bizarres parce qu'on me dit tout le temps qu'il y a 30% de femmes chefs d'entreprise. Donc, on se dit, bon, on n'est pas loin de la parité. Mais en fait, moi, je rencontrais énormément de dirigeantes qui, à la fin, me disaient, mais tu sais, Marie, j'ai vraiment du mal à en vivre de mon activité. Et franchement, je rencontrais parce que j'étais tous les jours sur les routes à rencontrer des dirigeantes. Et j'ai travaillé avec une chercheuse qui s'appelle Séverine Leloarn, qui est chercheuse à l'école de management de Grenoble. Et je l'ai appelée, je lui ai demandé, mais c'est quoi les vrais chiffres? Parce que moi, ce qu'on me dit, c'est 30% de femmes. Mais en vrai, il y en a combien qui en vivent vraiment de leur activité? Parce que si c'est 30% de femmes, dont la plupart ne vivent pas de leur activité, l'impact économique global des femmes, il est faible. Elle m'a dit, pour moi, c'est 70%. 70% des femmes qui gagnent moins de 1500 € par mois. Et je lui dis pour des femmes qui entreprennent, tu veux dire? Des femmes à la tête d'une entreprise. D'accord. Des femmes à la tête d'une entreprise, 70% gagnent moins de 1500 € par mois. Et je lui ai dit pour les hommes, elle m'a dit pour les hommes, j'estime que c'est 50% qui déclarent vivre correctement de leur entreprise. Mais pour eux, vivre correctement de leur entreprise, c'est pas 1500 €, c'est gagner entre 3 et 4 000 € par mois. Donc il y a un gap énorme. Et c'est là que je me suis dit, mais c'est pas possible en fait. Il faut que l'impact économique des femmes soit réel. C'est bien d'entreprendre parce que je rencontre énormément de femmes qui disent mais moi j'entreprends, ce qui m'intéresse c'est d'avoir du sens, c'est de donner du sens à mon entreprise. Très bien. Le sens est essentiel. Par contre, si on n'en vit pas et si on n'a pas d'impact autour de soi parce qu'on n'en vit pas, ça marche pas très bien. Donc il faut du sens et du business ensemble. Et c'est là où j'ai créé Bouge ta boîte parce que j'ai vu qu'il y avait 500 réseaux féminins en France qui étaient tous d'entraide, de networking, de représentativité. L'entraide, nous les femmes, on est très très fortes. Mais il n'y en avait pas un centré sur le chiffre d'affaires, parler d'argent, la marge, la prospection, la rentabilité, tout ce qui fait vivre une entreprise et qui lui permet donc d'avoir cet impact. Et c'est pour ça qu'est née Bouge ta boîte. Donc vraiment pour que les dirigeantes d'entreprises qu'on appelle les bougeuses puissent déjà bien vivre de leur activité et surtout les unes grâce aux autres être reconnues pour leur expertise et que leur impact soit reconnu également partout dans les territoires. Et aujourd'hui, Bouge ta boîte, c'est 1700 entreprises qu'on accompagne au quotidien. On fait 400 réunions de travail par mois et on est présent dans plus de 100 villes en France. Génial. Oui, c'est chouette. Génial. C'est incroyable. Toutes, hein. Les femmes des territoires, les femmes de Bretagne, les bougeuses. Moi, je suis émerveillée dès que je rencontre une dirigeante d'entreprise par l'inventivité, le courage, l'audace. Je crois vraiment que le jour où on aura une égalité économique réelle entre femmes et hommes, le monde sera transformé.
Et je crois qu'il y a vraiment un truc qui se crée aussi entre femmes. Tu parlais de l'importance de l'authenticité, de l'identification tout à l'heure. Et effectivement, c'est aussi ce qui permet, j'imagine, à tes bougeuses d'oser faire des choses qu'elles n'oseraient pas parce qu'elles se sentent dans un groupe finalement en sécurité, avec des femmes qui leur ressemblent. Que ça soit, oui, c'est ça, que ça soit chez Femmes des Territoires ou chez Bouge ta boîte, tu as entièrement raison. C'est une bulle de confiance, en fait. Chez Femmes des Territoires, c'est un effet miroir. Moi aussi, je peux et j'y vais. Et vas-y, je vais t'aider. Et tu vas voir, tu vas réussir. Et qu'est-ce que vous pensez de mon logo? Et j'ai fait une étude de marché. Est-ce que vous pouvez toutes répondre? Et vous en pensez quoi de ça? Et tout le monde s'entraide. Donc ça, c'est exactement ce que tu viens de dire. Et chez Bouge ta boîte, c'est très structuré pour que toutes les autres, au sein d'un cercle, tu peux avoir jusqu'à 25 dirigeantes, une seule par secteur d'activité. Et c'est structuré de telle manière, les réunions de travail, que les autres, à force de bien vous connaître en vous voyant tous les 15 jours, elles deviennent tes commerciales. Tu as d'un coup 24 commerciales sur ton territoire. Tu as aussi un comité stratégique, parce que quand tu vois toujours les mêmes femmes que tu as cooptées tous les 15 jours, et ben 15 jours après, elles vont dire, alors tu lui as dit à ton client, il a fait comment, il a réagi comment, est-ce que ça a marché? Donc tu es obligé de faire les choses, donc tu es poussé, hein. Et puis surtout, tu vas trouver plein d'expertes. Parce que si toi, par exemple, tu es avocate, bah, tu as l'expert comptable dans ton cercle, tu as celle qui est community manager, tu as celle qui est architecte. Donc, vous allez vraiment pouvoir grandir ensemble et avoir toutes les compétences pour aller aussi loin que possible. Et vous rendre visibles les unes les autres. Parce que parler de soi sur les réseaux sociaux, parfois, c'est pas simple. Mais si c'est le cercle, au nom du cercle, qui dit, ah bah aujourd'hui, on va parler de Jenny, et on te met en avant en mettant en avant toute ton expertise et pourquoi faire appel à toi. C'est quand même beaucoup plus facile quand c'est via un cercle que quand c'est toi qui te mets en avant. Donc, Complètement. elle travaille en équipe. Et généralement aussi beaucoup plus puissant, accessoirement. C'est vrai. L'impact est démultiplié. Si je me trompe pas, pour créer Bouge ta boîte, tu as levé des fonds et pas qu'un peu. Moi, j'avais envie qu'on en parle parce que je me suis pas mal renseignée sur le sujet et j'accompagne des dirigeantes, donc c'est un sujet qui revient. Il y a très peu de femmes qui lèvent des fonds, puis il y a très peu de femmes qui lèvent beaucoup de fonds. Alors, est-ce que tu peux nous en parler? Qu'est-ce qui t'a amené à lever des fonds et comment t'as géré justement cette aventure-là? Ouais, alors on lève des fonds quand une entreprise elle est scalable. Ce qu'on dit scalable, ça veut dire qu'elle peut grandir en taille. Et au début, je ne savais pas que c'était le cas. Donc, moi, j'ai commencé par faire tous les prêts possibles. Donc, prêt initiative, prêt NACRE, prêt réseau entreprendre, prêt SNCF. Enfin, j'ai fait plein de prêts bancaires classiques aussi, jusqu'à un moment où je ne pouvais plus faire de prêts bancaires. Parce qu'en fait, Bouge ta boîte, pour être rentable, on devrait être 3 fois plus cher, comme les réseaux business mixtes. Or, on est 3 fois moins cher qu'un réseau business mixte. Et du coup, il faut pouvoir compenser ça. On est moins cher parce que ce qui compte, c'est qu'on ait un impact sociétal fort. Et nous, les femmes dirigeantes, notre réflexe d'adhérer à un réseau, il n'est pas encore tout à fait là. Et si on était au même prix que les réseaux mixtes, qui sont en fait très, très masculins, ça serait compliqué. On aurait très peu de femmes. Donc, du coup, il fallait compenser ce prix-là. Et quand les prêts bancaires ne suffisaient plus, on s'est mis à faire des levées de fonds. Donc la première, elle arrivait assez vite, elle était finalement assez incroyable et vraiment c'est quelque chose qu'on m'a recommandé et que je recommande aussi à celles qui souhaitent par la suite faire des levées de fonds, c'est de créer un comité stratégique. Donc au début de Bouge ta boîte, j'ai créé un comité avec des personnes que j'avais rencontrées au fur et à mesure de femmes de Bretagne notamment, des personnalités qui peuvent être aussi influentes et toutes de domaines différents. Et j'ai constitué ce comité et j'ai tenu au courant tous les 3-4 mois de l'avancée de Bouge ta boîte. Ce qui fait que quand on a eu des difficultés au tout début et qu'il a fallu lever des fonds, ils ont répondu présent. Et les 3 premiers qui ont répondu présent, c'est Guillaume Richard, le président du groupe WeCare, service à la personne, Gonzague de Blinière, de Rez, un fonds d'impact, et Frédéric Lescure, de Socomore Ventures en Bretagne.
Et en fait, du coup, ça s'est effacé très rapidement pour la première levée de fonds. Donc, c'est pas une levée de fonds classique. La deuxième levée de fonds, c'était une levée de 1,3 million. Et là, ça a été beaucoup plus compliqué. J'ai fait avec toute l'équipe et j'ai mis beaucoup de temps. Parce que femmes, comme tu l'as dit, il n'y a que 2,6% des fonds d'investissement en France qui sont attribués à des entreprises portées par des femmes. Donc déjà, c'est peau de chagrin. Ça, c'est Sista, le collectif Sista, qui a sorti ces chiffres-là. Donc femmes, plus pas dans la tech. Donc là, on diminue encore parce que bouge ta boîte, c'est de l'humain. Plus à destination d'autres femmes. Donc ça diminue encore la possibilité de lever des fonds. Et ça a été assez difficile. J'ai fait 120 pitchs avant de réussir à trouver 1,3 million. Et c'était en plein développement de Bouge ta boîte. Donc, le matin, je faisais des pitchs et je prenais un train, j'allais ouvrir une ville pour Bouge ta boîte. Et puis, je revenais le soir, je refaisais un autre pitch. Donc, c'était assez intense, en fait. J'ai fini sur les rotules, c'est vraiment le cas de le dire, cette période-là. Et je remercierai jamais assez ceux qui ont cru en nous. Et ils sont venus en nous, bien sûr, parce qu'ils croient dans le projet, mais surtout pour l'impact. Et on a eu des fonds d'investissement et des actionnaires franchement extraordinaires qui ont envie de participer au développement de l'impact des femmes dans l'économie, qui ont envie de participer à la dynamisation des territoires, et c'est tout ce qu'on fait. Et aussi à faire en sorte que les TPE puissent continuer à faire vivre nos villes et nos villages. Donc voilà, ça a été une expérience franchement assez difficile. Je crois que j'ai eu à peu près tous les clichés, pitchés devant 40 hommes uniquement, qui étaient très bienveillants, mais malgré tout, voilà, j'ai eu très peu de femmes business angel. Il y a Mylène Romano qui est au capital et ses filles, mais sinon très peu, c'était difficile d'en trouver. Et puis à partir du moment où il y en a un qui vient, généralement les autres sont plus facilement convaincus. C'est normal, parce qu'ils disent le modèle est éprouvé. Et voilà, j'en suis vraiment très, très reconnaissante. Et donc, ils suivent ce qu'on fait. Bien sûr, tous les mois, on leur envoie un rapport. Et puis, tous les 3 mois, on fait une réunion où on avance ensemble. Ils nous guident, en fait. C'est vraiment plus que des actionnaires. Ils nous guident pour qu'on ouvre au maximum nos possibilités, nos chakras. Des fois, on a des biais avec l'équipe. On se dit... Et eux, ils nous disent, mais pourquoi vous prévoyez un chiffre comme ça alors que vous pouvez faire ça si vous rajoutez ça et ça? Mais oui, bien sûr. En fait, nous, on a fait... la prévision de la bonne élève. Enfin, je ne sais pas si je suis claire, mais on a souvent... Si, tu étais très claire. Je crois qu'on sait très bien ce que c'est une bonne élève ici. Voilà. Et en fait, le fait d'avoir ce comité qui est mixte, femmes et hommes, ça nous ouvre énormément et on se dit, mais oui, en fait, ce truc-là, on ne l'avait pas vu et on a ce syndrome de bonne élève qu'il faut absolument bouger. Donc, ils nous font bouger aussi, on les appelle les bougeurs. Voilà. Et alors, est-ce que de cette aventure, tu as tiré des enseignements, peut-être des conseils à donner aux femmes qui se posent la question de lever des fonds? Qu'est-ce que tu leur conseillerais? Les trucs que tu aurais aimé savoir avant de te lancer, quoi. Alors, déjà, on a l'impression que c'est un monde obscur, on ne comprend rien, qui a son langage propre à lui, c'est-à-dire scale-up, scalable, avec, je ne sais plus, les due deals, les machins. Il y a tout un vocabulaire au début. Je prenais des notes, je disais oui. Je prenais des notes, puis je revenais chez moi, je regardais, mais ça veut dire quoi ça? Je ne comprenais rien au vocabulaire. Franchement, j'ai découvert en marchant. Donc, en fait, le vocabulaire, c'est juste une façon de dire des choses, mais on comprend très bien ce que ça veut dire une fois qu'on a regardé la définition. Donc, il faut pas s'attacher à ça. C'est pas un monde obscur. C'est juste comme n'importe quel corps de métier, il y a son jargon. Donc, voilà. Donc, ça, il faut passer outre. Ensuite, les investisseurs, ils viennent bien sûr pour le dossier. Donc, il faut un dossier hyper carré avec des chiffres clés sur 5 ans. Minimum généralement sur 5 ans, et puis vraiment présenter sa différence, pourquoi nous, et puis quel est notre potentiel et comment on va croître, et quel est le benchmark aussi, c'est-à-dire quels sont les concurrents et pourquoi on se différencie, etc. Donc ils viennent pour le dossier et ils viennent aussi et surtout même pour la personne qui porte le projet et pour l'équipe. Et si nous on n'est pas suffisamment convaincus par son projet, c'est difficile que les investisseurs le soient davantage que nous. Donc, à nous d'être... généralement, quand on lève des fonds ou qu'on est entrepreneur, c'est souvent dans les tripes. Donc, il faut juste le communiquer. Vraiment communiquer pourquoi c'est le projet de votre vie ou la mission de votre vie et en quoi ces fonds vont être utiles. Mais ce n'est pas une fin en soi de lever des fonds parce que, bien sûr, ça a aussi des inconvénients.
Ça veut dire que on n'est plus majoritaire souvent au capital et que du coup les décisions doivent être collégiales. Alors quand on est des actionnaires qui vont dans le même sens que vous, ça va. Mais parfois c'est pas toujours le cas. Et donc c'est vraiment ça, démystifier, juste regarder le vocabulaire, voilà, et puis être aussi convaincant que son dossier. Et finalement, j'ai remarqué que tous les actionnaires qui sont venus chez nous, ils sont venus parce qu'il s'est passé un truc avec eux. Il y a eu une confiance qui a été là, il y a eu une envie commune de changer les choses. Il y avait quelque chose comme ça. Ils sont pas venus pour les chiffres. Après, les chiffres, c'est bien, ça les rassure et ils se disent, ben oui, c'est vrai, il y a du potentiel, mais ils sont venus parce que dans leur trip, il y a quelque chose qui a bougé en même temps. Ça leur parlait. Et finalement, ça, c'est possible que si toi, tu sais toi-même exprimer ce qui bouge en toi et pourquoi tu fais les choses. C'est-à-dire que le dossier chiffré, c'est le truc indispensable pour la levée, mais au fond, c'est surtout la mission, quoi. C'est ça. Le dossier chiffré, tu as raison, c'est la base, c'est le socle. Mais après, c'est comment tu le transformes, toi, et comment tu le rends vivant, ce socle. Et puis l'équipe. Bouge ta boîte est dirigée par Julie Baudin, qui est une femme extraordinaire, qui avant dirigeait 400 personnes dans les centres d'appel Canal+, et qui est venue chez Bouge ta boîte justement parce qu'elle avait ça dans les tripes aussi. Donc quand ils rencontrent l'équipe, forcément, ils disent, bon, c'est solide, on y va. Bon, j'espère que ça donnera de bonnes idées à nos auditrices qui se posent la question parce qu'elles ont un projet qui est scalable, mais qui n'osent pas encore tout à fait. Et puis lancer le dossier partout. Moi, j'ai envoyé je ne sais pas combien de dossiers à plein de gens. Il y en a plein qui l'ont jamais lu, il y en a plein qui m'ont jamais répondu. Mais finalement, ce qui marche le mieux, c'est le bouche à oreille. Dès qu'on arrive à avoir quelqu'un, lui demander de l'envoyer à quelqu'un d'autre qu'il connaît, et c'est via le bouche à oreille qu'on arrive à ouvrir les portes. Parce que moi, je connaissais personne dans ce milieu-là, vraiment, personne. Je retiens quand même le chiffre que tu nous as donné, qui est 120. J'ai pitché 120 fois. Et évidemment, alors tu disais, j'ai fini sur les rotules, donc ça, c'est vraiment la partie moins fun. Mais ce que j'ai envie de retenir, c'est que tu as continué. Tu as continué jusqu'à 120. Et entre 0 et 120, potentiellement, on a la possibilité de se décourager, je crois. Alors, j'ai beaucoup pleuré. Ouais. Il y a des moments où on se dit, mais c'est pas possible. Quand est-ce qu'ils vont voir que c'est hyper utile ce qu'on fait ? Et en fait, je me suis dit, plus moi j'aurai confiance, plus ça marchera. Je crois beaucoup à tout ce qui est pensée positive. Et donc, j'ai le droit de pleurer, bien sûr. Surtout à ce moment-là, c'était parfois épuisant. Mais si j'y crois, ça va marcher, en fait. Et c'était hors de question de lâcher. On a une équipe, il y a énormément de bougeuses qui croient en nous. Donc, c'était impossible que je lâche. Mais impossible. Impossible. C'est top, quoi, la détermination et le fait que de toute façon, finalement, quand on lâche pas, il y a bien un moment où on y arrive. Faut pas être obstiné, mais moi j'ai une phrase qui me porte tout le temps. C'est celle, je crois, de Marc Aurèle qui dit donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux pas changer, le courage de changer celles que je peux changer, et la sagesse de distinguer la première des secondes. Et en fait, il y a des choses, on ne peut pas les changer, donc il faut juste accepter. Parfois, ça ne sert à rien de s'obstiner, ça ne marchera pas. Mais quand on pense qu'on peut les changer, là, il faut tout donner. Alors, tu as parlé, moi je suis très curieuse, mais tu as parlé à plusieurs reprises de déjà l'importance des réseaux, de se mettre en commun. Tu as aussi parlé du comité stratégique que tu avais fondé et le fait que ce n'était pas uniquement des femmes, il y avait des hommes. Et j'ai le sentiment, quand je t'entends parler, tu parles aussi de tes équipes, qu'il y a beaucoup de collaboration, de co-création, en tout cas qu'il y a beaucoup d'échanges. En quoi les relations que tu entretiens justement avec les gens dans ton entourage professionnel et business, est-ce que tu penses que ça a eu une influence dans la façon que tu as eu de créer, de réussir à aboutir à la création d'entreprises ? Oui, je crois beaucoup à la transversalité, à la sociocratie aussi, c'est-à-dire que chacun ait le même temps d'écoute, même temps de parole, que tout le monde soit au même niveau. J'ai beaucoup de mal moi-même avec la hiérarchie.
C'est pour ça que je pense que j'ai créé une école Montessori pour mes enfants, où tout est justement en coopération, en collaboration au niveau scolaire. Et moi-même, au sein de mon équipe, tout le monde a son mot à dire. En fait, on essaie de faire en sorte que si la stagiaire elle n'est pas d'accord, ça a autant de poids parfois que moi. Bon, même si j'aime bien décider quand même à la fin, si c'est quelque chose auquel je crois beaucoup, je me réserve ce droit-là. Mais malgré tout, autant que possible, tout le monde a la possibilité de dire, de porter des initiatives. Et je pense que c'est comme ça que justement que les initiatives naissent, c'est quand on fait confiance aussi aux gens et qu'on leur dit, bah vas-y, bah oui, c'est possible ça, bah vas-y, fais-le, go, ça marche. Et au sein de Bouge ta boîte, par exemple, les cercles sont justement en sociocratie. Donc, c'est chacune son tour, quoi. Elles sont vraiment en cercle, physiquement en cercle quand elles se retrouvent. Et elles parlent chacune leur tour, sans se couper la parole, avec le même temps de parole. Donc, les grandes gueules, elles apprennent à écouter les autres. Et les plus timides, elles apprennent à parler. Et le cercle est animé pendant 6 mois par l'une d'entre elles, qui est élue grâce à une élection sans candidate pendant 6 mois, justement, pour animer ce cercle-là. Donc, une élection sans candidate, c'est le cercle se réunit et dit, bah voilà, quelles sont pour moi les qualités pour animer ce cercle dans les 6 prochains mois. Donc, chacun écrit sur un petit bout de papier, je sais pas, moi, c'est la rigueur, ou au contraire, c'est la capacité à avoir du réseau, peu importe. Et ensuite, au vu de toutes les qualités décidées par le groupe, quelle est pour moi la personne parmi nous la mieux à même d'animer ce cercle? Et donc, on écrit sur un petit papier, Jenny, par exemple, ou Martine, peu importe, et tous les petits papiers face écrites vers nous. Et ensuite, on compte. Et généralement, la personne est élue avec le consentement et la responsabilité de toutes. Donc, elle est élue malgré elle ne candidate pas. Alors, c'est jamais une surprise. C'est toujours qu'elle arrive au bon moment pour le cercle. C'est jamais une surprise pour nous, en tout cas. Et pendant 6 mois, donc, elle devient tête de réseau sur son territoire et avec la mission d'animer le cercle, mais avec, bien sûr, une tâche pour chaque bougeuse. C'est pas celle qui anime qui fait tout. Elle a juste le rôle d'animer. Donc, je crois beaucoup à ça. Je pense que ça développe énormément la confiance, l'esprit d'initiative, que c'est pas sclérosant, qu'il n'y a pas de peur, du coup. Et au contraire, il y a l'envie d'agir, il y a de l'application, il y a du sens, il y a de l'engagement. Donc, je crois beaucoup à ça. Et d'ailleurs, je rencontre beaucoup de dirigeants d'entreprises qui me disent « Mais moi, ça ne m'intéresse pas d'avoir énormément de salariés. En tout cas, l'ancien modèle pyramidal ne m'intéresse pas. Ce que j'aime, c'est travailler en réseau avec d'autres entrepreneurs, par exemple. » Ça se fait de plus en plus. Mais c'est fascinant la puissance d'un travail pareil, parce que du coup, il y a aussi des idées qui émergent, qui n'auraient jamais émergé sans donner ces temps de parole-là. Et c'est assez fascinant parce qu'on ne peut pas dire que quelqu'un, par exemple, de plus timide ou qui s'exprime moins, a de moins bonnes idées. Donc, ça permet de mettre au jour aussi tellement plus de possibilités et d'opportunités. Oui, je vais te donner un exemple. Par exemple, il y en a dans plusieurs cercles qui se mettent ensemble une demi-journée par semaine pour prospecter ensemble. Donc, elles s'encouragent, elles se font des feedbacks sur leur façon de prospecter. C'est vraiment travailler en équipe, c'est ça. Tu vois, au moment de la crise, dans pas mal de cercles, l'expert comptable du cercle, l'expert comptable a pris les prévisionnels de chacune pour qu'ils tiennent la route face à la crise. Celle qui est spécialisée en communication les a aidés à se démarquer. Donc, c'est marrant, c'est vraiment travailler en équipe. Et c'est ça, la force du collectif, elle est essentielle et encore plus pendant la crise. Être tout seul, là, pendant la crise, c'est terrible. Très compliqué. En tout cas, ça donne envie. Bouge ta boîte. Je pense qu'il y a plein d'entrepreneurs qui écoutent. Donc, faut foncer. Tu vois, on a développé ça du coup pour les femmes cadres et managers parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait une expérience depuis 7 ans auprès des dirigeantes d'entreprise et que finalement, c'était le même fonctionnement chez les femmes cadres et managers. Donc, c'est pour ça que Bouge ton groupe est né en début d'année. C'est la même méthode, très structurée, objectif des résultats, mais une par service. Donc, tu en as une du service logistique, une du service commercial, une du service communication. Et on les fait se retrouver tous les mois, pareil, en sociocratie. Et du coup, ça a permis une transversalité, une vision à 360 degrés
de l'entreprise. Souvent, on est assez dans des silos, on travaille, on est en communication, on travaille en communication, mais on n'a aucune idée de comment est fait le budget, par exemple, ou comment fonctionne la logistique. Et là, ça permet vraiment d'ouvrir et de partager des bonnes pratiques, de brainstormer ensemble, de se faire connaître les unes les autres tous les mois. Et donc, elles sont dans la même entreprise nécessairement ou Dans pas? la même entreprise, ça peut être une entreprise dans ou la une même administration aussi. Une administration territoriale, par exemple, où elles vont effectivement se retrouver tous les mois et partager ensemble leurs expériences pour se faire grandir les unes les autres, se promouvoir les unes les autres aussi en interne, et puis ça devient une bulle de confiance pour aller plus loin, les unes grâce aux autres. Ouais, et puis ça fait travailler l'équipe, du coup, c'est génial. C'est génial pour l'entreprise, ça, aussi, pour chacune d'entre elles et pour l'entreprise. Oui, on est assez fiers avec l'équipe. Top. Et alors, est-ce que dans ton parcours, ou est-ce qu'encore aujourd'hui, tu as un ou une ou plusieurs rôles modèles, des gens qui t'ont inspiré En fait, moi, mes rôles modèles, c'est vraiment pas cliché de dire ça. Mes rôles modèles, c'est les femmes que j'ai rencontrées sur le terrain. J'ai rencontré, honnêtement, des milliers de dirigeantes. Des milliers. J'ai discuté avec des milliers de femmes depuis 7 ans, parce que, sauf depuis le Covid, mais sinon, j'étais tous les jours sur la route ou dans un train pour rencontrer des dirigeantes. Donc, je sais pas comment dire, mais je me sens connectée à elles, je les ressens, enfin, on vit la même chose, je suis comme elles. Et en fait, parfois, j'arrive dans des endroits, je suis hyper fatiguée, et rien que de les écouter, mais ça y est, j'ai l'énergie qui est repartie. Enfin, c'est une énergie virtuelle. On m'a dit une fois, c'est une énergie recyclable. C'est vrai que ça tourne, en fait. On se donne mutuellement de l'énergie. Et, et souvent, quand il y a des choses difficiles à faire, ou des prises de parole compliquées face à des instances peut-être qui ne sont pas totalement ouvertes encore à l'égalité de manière réelle, mais je pense à elles, en fait. Je les ai avec moi. Donc, c'est au quotidien, ce sont les femmes que je rencontre. J'en ai plein en tête tout le temps. Et puis sinon, j'en ai une, mais c'est au niveau politique, c'est Jacinda Ardern, qui est la première ministre néo-zélandaise. J'ai vécu 9 mois en Nouvelle-Zélande, donc c'est mon pays de cœur. Voilà, j'ai vécu dans plusieurs pays, mais notamment en Nouvelle-Zélande. Et elle est incroyable. Elle a une façon de faire de la politique avec empathie et fermeté en même temps, un énorme sourire, être telle qu'elle est elle-même. Je pense qu'elle ouvre la voie à toute une nouvelle génération, j'espère, de femmes et d'hommes politiques. Est-ce que, pour conclure, tu nous dirais, est-ce que tu as un mantra, un truc que tu te répètes, qui t'anime, qui te fait te lever le matin, qui t'aide en cas de coup dur? Qu'est-ce que tu te dis? Oui, que je me dis tous les jours, ou presque, et quand j'oublie, la journée est moins intéressante souvent. Je me dis tous les matins, qu'est-ce que je ferais si je n'avais pas peur? Qu'est-ce que je ferais si je n'avais pas peur? Et en fait, la façon dont je vois les choses, tout d'un coup, elle change. C'est comme si tout s'ouvrait, le champ des possibles s'ouvre, et ah oui, en fait, je peux aussi voir les choses comme ça. Et ça ne veut pas dire que je vais le faire comme ça, mais en tout cas, tout d'un coup, tout semble beaucoup plus faisable. Donc, j'aime beaucoup me dire ça. Ça t'encourage à l'audace, j'imagine. Qu'est-ce que Oui, tu puis ferais? à pas être paralysé par la peur. Souvent, on est paralysé par la peur en disant mais ça, c'est impossible. Ça, franchement, il y a personne qui fait ça, c'est impossible. Qu'est-ce que je ferais si j'avais pas peur? Bah oui, en fait, si c'est possible, je peux le faire. Pourquoi pas? Bon, des fois, ça marche pas, mais parfois, ça peut. Sur un malentendu, ça peut marcher. C'est ça. Et si tu devais donner un conseil aux femmes qui nous écoutent et qui justement, parfois, sont limitées par la peur qu'elles ont, qu'est-ce que tu leur dirais? Alors déjà, se dire qu'est-ce que je ne ferais si je n'avais pas peur, ça, c'est pas mal. Et puis, nous, les femmes, on a... Alors, c'est pas une généralité, mais quand même, je retrouve ça assez souvent. On a souvent ce syndrome de bonne élève, de vouloir faire tout parfaitement, et surtout toute seule. Et en fait, on se rend compte que tout se fait dans les réseaux aussi. Ça veut dire quand on est entrepreneur, au moment de la création d'entreprise, c'est là où on va challenger notre business plan. C'est là où on va connaître les aides, on va connaître les prêts. C'est là où on va dire, mais t'as pensé à rencontrer un tel, et pourquoi tu fais pas plutôt ça? Et
Donc, au moment de la création d'entreprise, être dans un réseau est essentiel. Au moment du développement, c'est pareil. Au moment du développement, pour une petite entreprise, on le sait, 70% du chiffre d'affaires, il vient du bouche à oreille, donc du réseau. Donc, je me rappelle d'une femme assez âgée qui m'avait dit, moi, toute ma carrière dans mon entreprise, j'étais exemplaire, j'arrivais la première le matin, je partais la dernière le soir, mais je comprenais pas parce que mes collègues, ils remportaient plus de contrats que moi, ils avaient plus de promotions que moi. Et elle s'est dit, et le dernier jour de son travail, elle s'est dit, mais il y a un vernissage, je m'autorise à y aller. Et elle s'est rendue au vernissage, elle a rencontré tous ses collègues masculins. C'était du réseautage. Donc, autorisez-vous à faire du réseautage, c'est du temps gagné quand on est entrepreneur en prospection. Et quand on est au sein d'une entreprise, ça permet d'avoir une vision plus globale et d'avoir des alliés, entre guillemets, aussi pour faire grandir sa carrière. Donc, entourez-vous. Entourez-vous. Vous avez entendu Marie-Éloi, entourez-vous. Et qu'est-ce que vous feriez si vous n'aviez pas peur ? Merci beaucoup, Marie. Merci d'avoir répondu à toutes mes questions. Merci à toi, Jenny. Je me réjouis de partager cette interview avec mon auditoire. Merci beaucoup à toi. Vous occupez des fonctions de direction dans une entreprise ou dans la vôtre, ou souhaitez accéder à un poste de direction, rejoignez notre programme de coaching Leaders Ambitieuses. Pendant 6 mois, nous vous accompagnons sur le chemin de vos objectifs et vous formez aux compétences essentielles pour devenir une meilleure leader et vous épanouir sur ce chemin. Pour en savoir plus sur le programme et le rejoindre, vous pouvez cliquer sur le lien dans les notes de cet épisode ou bien vous rendre directement sur mon site jennychamas.com/coaching. Inscrivez-vous à la newsletter pour encore plus de conseils de leadership et de développement personnel. Le lien est disponible dans les notes de l'épisode.